merci beaucoup de participer à ce 4e webinaire proposé par Audace Digital Learning. Nous sommes une structure spécialisée dans la conception et le développement de modules de formation e-learning, de serious game et de simulation. C'est une activité que nous réalisons depuis maintenant 20 ans, depuis les tout débuts de cette pratique du digital learning. Et en fait, l'idée dans ces webinaires, c'est de vous faire profiter du retour d'expérience que nous pouvons avoir sur les très nombreux projets réalisés, puisque je pense qu'on devrait largement atteindre les 5000 projets cette année. Voilà, alors, le thème de ces webinaires, c'est l'évaluation dans le cadre de la formation professionnelle. L'idée, c'est effectivement comment s'assurer l'ancrage mémoriel, comment évaluer les connaissances acquises, comment évaluer le transfert de cette connaissance en matériaux compatibles avec une activité professionnelle. Donc, globalement, comment de cette connaissance, je la transforme en une compétence. Et la première question qu'il faut se poser, c'est faut-il évaluer? Ça paraît peut-être bizarre, mais nous sommes dans un monde où tout doit être toujours mesuré, tout doit être évalué. Ça c'est très nettement... c'est le monde de l'entreprise aujourd'hui qui reprend ce concept, mais dans l'administration de la même manière. On évalue tous les collaborateurs et on leur apporte en fait des qualifications, des notes, qui leur permettent de s'évaluer, souvent de manière très normative, voire parfois de manière symbolique, au sein de cette structure. Toutefois, dans l'évaluation, dans le cadre de la formation, il faut quand même s'interroger de savoir s'il y a besoin de faire une évaluation. Alors moi, je vous dirais que non, pas toujours. Il n'y a pas besoin forcément, à chaque fois, besoin de mesurer si la personne a retenu ou si elle a compris la formation qui lui a été proposée. Il faut que, pour qu'il y ait évaluation et que cette évaluation vaille le coup, il faut vraiment que l'évaluation soit positionnée comme un élément pédagogique en tant que tel. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait un retour, qu'il y ait un feedback de cette évaluation. Cette évaluation ne doit pas servir qu'à obtenir une note qui permettrait de se positionner par rapport à un univers normatif, justement. Mais il faut vraiment que cette évaluation serve à quelque chose. Sinon, il vaut mieux en faire l'économie. Il ne faut pas oublier que développer une évaluation dans le cadre de la construction de modules, eh bien, ça va coûter cher. C'est du temps passé, c'est du temps de conception, c'est du temps de développement. Et si cette évaluation n'est pas utilisée a posteriori, eh bien, effectivement, il vaut mieux s'en passer. Effectivement, l'idée aussi, c'est qu'est-ce qu'on va évaluer? Évaluer simplement une connaissance, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que on va évaluer la personne à la sortie de cette formation à chaud, ou est-ce qu'on va l'évaluer plutôt à froid? Est-ce qu'on va l'évaluer dans sa capacité à avoir mis en œuvre les connaissances acquises dans le cadre de sa formation, a posteriori dans le cadre de son activité professionnelle? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut également se poser la question dans l'évaluation du style d'évaluation. Vous savez qu'il y a bien des apprenants qui sortent du système de formation initiale, hein, d'écoles ou de grandes écoles ou d'universités, et qui sont en fait on va dire des professionnels de l'apprentissage, hein, puisque globalement, c'est ce qu'ils viennent de faire pendant 20 ou 25 ans. Et ils ont un excellent taux de mémorisation, ils comprennent vite les énoncés, ils ont des mécaniques intellectuelles qui leur permettent d'apprendre très vite, parce que finalement, c'est ce qu'ils font depuis longtemps. Par contre, un professionnel qui n'a pas suivi de formation depuis 20 ou 25 ans, ce qui est assez souvent le cas, hein. Vous savez que dans les entreprises, on est sur du 10-90. 10% des personnes cumulent les 90% de l'investissement formation et vice-versa. Et donc, on peut avoir des personnes dans les entreprises qui ne reçoivent pas de formation. Alors, effectivement, elles peuvent s'inscrire dans le cadre de leur DIF, par exemple, et des nouveaux comptes emploi formation qui sont maintenant transformés en argent sonnant et trébuchant, mais
il suffit de regarder les chiffres et vous vous rendrez compte que finalement très peu de personnes se connectent et utilisent leur droit à la formation. C'est le cas aujourd'hui, hein. Alors certainement que ça a besoin d'un peu de promotion, mais en tout cas, ça n'est pas fait. Il y a également un point important, c'est effectivement, on a des apprenants avec des univers professionnels très différents. On a aussi des professionnels qui pensent de manière différente. On a différentes formes d'intelligence qui se manifestent au travers de la diversité des collaborateurs. Et donc la forme que va revêtir l'évaluation est évidemment fondamentale pour que quelqu'un qui a un esprit logico-mathématique va s'en sortir très très bien avec des QCM, mais quelqu'un qui va avoir une intelligence plutôt relationnelle va avoir beaucoup plus de mal avec ce type d'évaluation qu'il va ressentir comme extrêmement froid. Donc je vous propose de faire un petit tour d'horizon des différentes formes d'évaluation qu'on peut intégrer dans du digital learning. La première, effectivement, c'est l'évaluation diagnostique. L'idée dans ce type d'évaluation, c'est de proposer en fait un positionnement de la personne, positionnement par rapport à un ensemble de données qu'on estime être nécessaires pour pouvoir travailler correctement et faire un travail qualitatif. Ça va permettre en amont donc d'évaluer les savoirs, les compétences d'une personne en amont finalement de son parcours de formation. L'idée, c'est de le former à la juste formation, au juste moment et pendant la juste durée. Ne plus faire des formations longues qui vont revêtir un caractère très, on va dire, on va apprendre en fait une notion complète sous tous ses aspects, etc., qui ne va pas être forcément utile aux collaborateurs. Il en maîtrise d'ailleurs certainement déjà une partie, donc ça ne sert à rien de faire ça ne sert plus à rien de faire ce type de formation. Il vaut mieux désormais, via l'évaluation diagnostique, plutôt se concentrer, donc ne former la personne que sur les données qu'elle ne maîtrise pas ou qu'elle maîtrise mal. Un exemple, par exemple, ici chez un client Audace, donc Honda France, on leur a développé une plateforme de test qui a permis de faire une évaluation diagnostique de l'ensemble des collaborateurs du groupe sur le territoire métropolitain français, sur en fait l'ensemble des items qu'ils sont censés maîtriser dans le cadre effectivement de la prise en charge, par exemple, d'un véhicule dans un garage. Ça touchait effectivement la partie commerce, la partie pièces détachées, mais aussi la partie garage. Et donc réparation mécanique sous tous ces aspects, électricité, mécanique, carrosserie, etc. Ça couvrait également tout le champ Honda, c'est-à-dire à la fois auto et moto. En fait, de ces évaluations qu'on passait en fait l'ensemble des personnels Honda présents en France, il en est sorti plusieurs éléments. Donc, ça a permis de tirer des statistiques sur les niveaux de connaissance de chaque collaborateur et d'orienter les formations groupes, c'est-à-dire les formations nationales, sur les problématiques repérées sur un plan global, mais aussi orienter certaines formations sur un plan, par exemple, régional, où on se rend compte que, effectivement, certaines notions sont moins bien maîtrisées dans certaines régions. Ça peut être dû, en fait, au système de formation initiale qui est présent dans cette région, qui est peut-être moins en place, moins qualitatif. Et donc, permettre d'aller réaliser des formations qui soient plus pertinentes et plus orientées sur véritablement les besoins de la région. Ça permet également, notamment sur ce type de plateforme, d'avoir une vision à la fois globale, nationale, mais aussi une vision par région, comme je viens de l'évoquer, mais aussi une vision par concession. Et donc, on peut repérer aussi, par exemple, des concessions qui ne seraient pas à l'attendu, qui ne seraient pas au niveau de la marque, et auquel cas, ça demanderait une intervention là de formation tout à fait pointue sur la concession, de manière à la remettre à niveau. Et donc là, l'évaluation a véritablement servi d'outil diagnostic national.
Le second type de formation que l'on peut proposer, ce sont des évaluations de type formative. C'est globalement ce qu'on utilise le plus en digital learning. Pourquoi? Parce que les évaluations formatives ont un caractère beaucoup plus motivant que les évaluations sommatives. Quand la personne est seule derrière son écran et qu'elle subit des évaluations trop sommatives, eh bien ça peut revêtir un caractère non motivant. Donc on va plutôt s'orienter vers l'idée d'évaluation formative. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce type d'évaluation? Alors, j'ai pris l'exemple d'un module, alors aujourd'hui EFS, c'est en fait un module que nous avons développé pour l'INTS à la base, l'Institut national de la transfusion sanguine, qui depuis le 31 décembre n'existe plus. Vous savez que l'INTS a été réincorporé dans l'entité globale EFS, Établissement français du sang, et l'ensemble de ces formations ont été également reprises. Dans cette formation, qui dure 3h30, qui est une formation qui est déjà dans un modèle pas très courant, parce que c'est vrai que la plupart des formations e-learning sont des formations très courtes. Là, on a un format de 3h30 qui équivaut à peu près à une très grosse journée de formation présentielle. Dans cette formation, vous allez avoir en fait une succession d'évaluations. Une évaluation diagnostique, qui est la première évaluation que vous allez réaliser, qui vous permet d'avoir de révéler en fait votre niveau par rapport à tout ce qu'il faut savoir sur la transfusion sanguine. Là, ensuite, on va vous proposer en fait des écrans de type connaissance. Vous apprenez un certain nombre de choses, et à chaque chapitre, vous finissez le chapitre par une étude de cas interactive. L'étude de cas interactive, en fait, remplace l'évaluation sommative. Dans cette ECI, étude de cas interactive, donc dans l'ECI, on va proposer en fait une mise en situation de la connaissance, mais au travers d'une situation de vie de service, de soins. Et pour avancer dans cette mise en situation, vous allez devoir effectivement mettre en place tous les éléments que vous avez appris dans les écrans précédents. Si à un moment vous êtes coincé dans les réponses, ou si vous vous trompez, en fait, l'évaluation va vous renvoyer vers les notions qui étaient dans les écrans précédents. Ce qui fait que vous allez devoir en fait vous auto-corriger, puis revenir dans l'étude de cas pour pouvoir progresser. Quand vous avez terminé l'étude de cas, c'est-à-dire que finalement, vous êtes à 100% en termes de réussite, puisque vous êtes arrivé au bout, même si vous avez pu commettre un certain nombre d'erreurs pour aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, vous avez franchi tous les obstacles. Normalement, le résultat remonte dans une plateforme de type LMS, Learning Management System. Par contre, en fait, on ne va pas remonter une note, on va simplement remonter le fait que la personne ait réalisé sa formation, qu'elle ait fini sa formation. Ce qui indique de toute façon, c'est qu'elle est à 100% en termes de résultats. Donc, le type d'évaluation suivante est l'évaluation qu'on a un peu tendance à vouloir toujours intégrer dans les modules de formation e-learning, c'est l'évaluation sommative. Alors pourquoi? Parce que c'est l'évaluation la plus commune, on va dire, dans la formation initiale, que vous connaissez au collège, au lycée et à l'université. C'est un peu la reconnaissance par les pairs, c'est vous donner effectivement un niveau, voir si vous avez le niveau de connaissance nécessaire pour pouvoir réaliser un métier, par exemple. Et effectivement, l'avantage de l'évaluation sommative, c'est que ça sanctionne un parcours de formation. Ça peut aussi être certifiant, dans le cadre, par exemple, des formations sécurité, par exemple. Mais les formations sommatives sont souvent difficilement vécues par les apprenants si les résultats à ces évaluations ne sont pas bonnes. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Et c'est toujours la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que si j'ai une population de 100 personnes, j'ai 50 personnes qui obtiennent une bonne note, c'est parfait. Et là, ça posera naturellement aucun problème. Par contre, si j'ai 25 personnes qui sont un peu en difficulté, eh bien, qu'est-ce que je fais de ces 25 personnes? Qu'est-ce que je mobilise derrière comme moyen pédagogique? Parce que je ne peux pas les laisser avec, par exemple, 7 ou 8 sur 20.
et reprendre une activité professionnelle normale. Sinon, en fait, la formation n'aura servi à rien. Et donc, qu'est-ce que je fais des personnes qui ont 7 ou 8? Et la question suivante, c'est qu'est-ce que je fais des personnes qui ont 1 ou 2 sur 20, et notamment quand il s'agit, par exemple, de formation sécurité. On parlait de la formation transfusion tout à l'heure. Imaginez quelqu'un qui aurait 2 sur 20 lors de cette formation. On pourrait se dire que la personne est passée complètement à côté de sa formation, soit c'est la formation qui était mauvaise, ce qui peut être le cas, mais on s'en rend très vite compte avec les moyennes de résultats obtenus par l'ensemble des apprenants, où là on peut réévaluer la formation, la rendre plus difficile, plus simple, avec plus d'explications. Mais quand en fait ça n'est pas la formation qui est en cause, eh bien, qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment on agit? C'est pas le tout d'évaluer, comme je disais en introduction, mais quand j'ai une évaluation qui ne fonctionne pas ou qui tourne mal, qu'est-ce que je fais de la personne qui a eu cette mauvaise évaluation? Vous savez qu'en formation continue, ça peut pas être sanctionnant pour la personne. Je peux pas lui dire maintenant tu arrêtes tu peux plus travailler, ou tu es licencié parce que tu as eu 1 sur 20 à ta formation. Ça peut pas fonctionner comme ça, mais par contre, ça veut dire que je ne peux pas laisser non plus la personne sans un traitement derrière. Et il faut l'avoir prévu. C'est-à-dire que la plupart du temps, l'intervention, le feedback, le débriefing de la formation après la formation e-learning n'est pas organisé. Et ça, c'est une carence qui peut faire que effectivement la personne va rester sur son échec, et puis cet échec finalement, eh bien, il n'est pas ni débriefé, ni commenté, et donc la personne va rester là-dessus, et puis elle va se rendre compte que finalement, elle peut passer comme ça des modules durant sa carrière professionnelle, et même en ayant des mauvaises notes, ça ne change rien, puisqu'en fait, il n'y a pas finalement un suivi pertinent de l'apprenant. C'est souvent le cas sur les formations qui touchent des grands volumes de personnes, où le compagnonnage ou le tutorat n'existe plus dans certaines entreprises, et donc c'est très compliqué ensuite de traiter en fait la personne qui a eu ce mauvais résultat. On peut également donc naturellement agir sur ces formations somatiques de 3 manières. Hein. D'abord sur un point de vue normatif. Donc je vais dire par exemple, alors je vais prendre un exemple tout simple, c'est l'examen du bac. Voilà, donc à partir de 10 sur 20, on va dire que c'est la norme acceptable pour obtenir le diplôme. Ça ne veut pas dire que vous êtes bon, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes mauvais. Vous avez obtenu des bonnes notes dans certaines matières et d'autres moins bonnes, mais tout au moins on a mis un niveau, on a positionné un niveau qui est par exemple 10 sur 20, à partir duquel vous obtenez votre diplôme. Alors, quid d'une infirmière qui a son diplôme avec 10 sur 20 par rapport à une autre qui a 18 sur 20? Effectivement, je pense que le niveau de connaissance n'est pas le même, peut-être le niveau de compétence non plus, mais dans l'absolu, les deux ont leur diplôme. Par contre, ceux qui sont en dessous de 10 ne l'ont pas. Ensuite, l'évaluation critériée. Donc, l'évaluation critériée va permettre en fait de positionner des niveaux en fait multiples. Ça ne veut pas rester forcément sur une note, mais décomposer en fait un poste de travail sous la forme de différentes capacités, différentes compétences, différents niveaux de connaissances nécessaires, et l'évaluation va permettre de se donner des multiniveaux sous forme effectivement de critères. Ça vous permet également donc du coup de vous positionner avec des critères qui peuvent être également des critères naturellement éliminatoires. Et enfin, les évaluations itératives que j'évoquais tout à l'heure, avec effectivement le grand intérêt de ce type d'évaluation, c'est de pouvoir positionner un apprenant dans le cadre d'un parcours, dans le temps, et de voir en fait ces différentes étapes de formation et de quelle manière ça fait évoluer sa compétence globale. Je prends l'exemple sur un module type sécurité incendie, module purement théorique, sur lequel en fait on a positionné un volume de questions. Très clairement, on a mis un niveau d'acceptabilité, un niveau normatif qui a été positionné à 14 sur 20. Et les notes, en fait, les questions sont tirées au hasard parmi
parmi 100 questions. Et la personne obtient à la fin en fait une validation de son niveau de connaissance sur le module. On peut également moduler l'aspect normatif. Par exemple, naturellement, quelqu'un qui serait pompier au sein d'un établissement de santé, peut-être que le niveau d'acceptabilité, on va le positionner à 18 sur 20, et puis quelqu'un qui serait bancardier, plutôt le positionner à 10 ou 12 sur 20. Voilà. Après, effectivement, on peut moduler le niveau selon l'item. De la même manière, par exemple, dans un dispositif qui permet en fait de se former à la voix off, d'utiliser sa voix de manière professionnelle, dans ce type de dispositif, en fait, on va critérier toutes les capacités et toutes les compétences que l'on retient au niveau de l'apprenant. On va effectivement capter sa capacité à connaître les différentes techniques d'expression orale, mais aussi ensuite lui donner une évaluation de l'utilisation de sa voix, la manière de poser les mots, la manière d'utiliser en fait la tessiture de sa voix, comment la faire évoluer selon le thème choisi et selon l'intensité qu'elle souhaite mettre dans sa voix de manière professionnelle. En fait, à la fin, sur ce dispositif, les personnes reçoivent une évaluation, qui est une évaluation sous la forme en fait d'une intervention orale qui est enregistrée, qui est envoyée à un coach online. Et c'est le coach en fait qui vous renvoie son interprétation de votre niveau. Et là, c'est itératif, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des cours, vous pouvez voir en fait vos résultats progresser. Je vais vous donner un autre exemple avec un des modules ArcelorMittal, où là, l'apprenant en fait est en simulation au sein du parc machine, et il doit réaliser des missions de production. Au fur et à mesure, en fait, on va corriger l'action de l'apprenant, donc plutôt une action formative, et à la fin, simplement, une évaluation sommative, mais liée, en fait, encore une fois, à un volume de critères qui sont à la fois des critères sur sa connaissance du métier, le respect, par exemple, de la sécurité, ainsi que des process de maintenance et de communication, me semble-t-il. Donc voilà, encore une fois, c'est un mix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir une vision trop monolithe de l'évaluation. Un autre exemple également, c'est que parfois, ce qu'on va évaluer, ce n'est pas l'apprenant, notamment dans les évaluations à chaud. L'évaluation à chaud ne permet pas forcément, avec un apprenant, de mesurer parfaitement son niveau de connaissances acquises, tout simplement parce que c'est chaud et que sa capacité de mémorisation lui permet de retenir un grand volume d'informations, informations qui vont disparaître très rapidement, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois après. Parfois, eh bien, on va plutôt s'orienter vers une évaluation à froid et utiliser en fait le module de formation e-learning pour plutôt mesurer la satisfaction de l'apprenant par rapport à ce module. Et c'est le cas par exemple ici chez Sodexo, pour une formation à la prise de repas dans les établissements de santé. Le module se termine en fait par l'évaluation en fait du module et des sensations qu'ont éprouvées les personnes qui se sont formées à l'usage de ce module. On a vu qu'effectivement l'évaluation à chaud était intéressante pour mesurer par exemple l'expérience vécue, repérer des manquements, susciter des interrogations également, qui seront débriefées par la suite. Mais attention, ça n'est pas forcément quelque chose de très fiable. Alors, il faut avoir en tête 2 grandes notions pour bien comprendre cela. Première notion, c'est que la baisse du niveau d'attention d'un adulte au bout de 10 minutes, c'est 80%. C'est-à-dire que plus mon module est long, moins
mon apprenant sera attentif. Plus mon évaluation est longue, moins il sera également plongé dans ou concentré sur son évaluation. Et donc, une évaluation très courte, je vais obtenir un résultat qui sera certainement meilleur qu'une évaluation qui va durer, par exemple, 5, 6, 7 minutes, où je vais perdre l'apprenant qui va se démotiver très vite face au volume de questions. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'empamnésique, qui est une notion en fait sur la capacité d'une personne à restituer immédiatement après les avoir apprises des notions. Et en fait, ce nombre est d'à peu près selon l'étude, de 7 plus ou moins 2. Alors, il faut savoir que chez l'adulte, et notamment l'adulte qui travaille depuis un grand nombre d'années et qui n'a pas suivi de formation, on est vraiment plus proche de 5, voire moins, en termes de capacité à retenir. Et donc, quand on va évaluer quelque chose, il va falloir faire vraiment beaucoup de petites évaluations et beaucoup de petits modules. Donc, plutôt des petits modules de 5-6 minutes sur ce type de public. Et une petite évaluation qui finit le module. On multiplie les modules en laissant passer un temps entre chaque module nécessaire pour qu'il y ait mémorisation en fait de la donnée. Et on évite effectivement comme ça d'être trop proche en termes de multiplication de notions à retenir. Alors l'évaluation qui, à mon sens, est vraiment la plus fiable, c'est vraiment l'évaluation à froid. Qui permet à la fois de valider que la personne a retenu et mémorisé un grand nombre d'informations, mais également qui a permis à la personne de revenir dans son environnement naturel de travail, de mettre en place tout ce qu'elle a appris dans le module de formation et du coup d'obtenir une évaluation qui va être plus proche de sa compréhension des notions au sein de finalement son progrès continu au sein de son travail. Ce que ne permet pas l'évaluation à chaud, puisqu'il n'y a pas eu encore contextualisation de ce qu'on vient d'apprendre quand l'évaluation est réalisée. Alors, une autre notion qui est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui, excusez-moi de l'anglicisme, mais le space learning, qui est en fait une modulation en fait des grains pédagogiques de manière à travailler sur la problématique de la courbe de l'oubli. Donc, à chaque module, on va venir réinjecter en fait des notions, puis les notions principales par un premier rappel, un second rappel 16 jours et un troisième rappel au bout de 35 jours. Alors, pourquoi J plus 7, J plus 16, J plus 35 ? C'est le fruit de cette étude qui montre que ce sont les délais qui ont été optimisés de manière à obtenir vraiment le maximum de mémorisation. De la même manière, vous l'imaginez bien, s'il y a effectivement cette courbe de l'oubli et ces rappels qu'on vient greffer dans la formation, eh bien, il va falloir bien positionner les évaluations pour pas être forcément que à chaud, où on voit bien que le niveau va forcément être bon, et puis effectivement à J plus 35, le niveau va s'effondrer parce que si le troisième rappel n'a pas été fait, on voit bien que la courbe ensuite va venir faire glisser l'apprenant vers un niveau d'évaluation assez bas. Dans le cadre des serious games, on a la possibilité de faire complètement autre chose. Alors, je vais vous prendre 2 exemples réalisés par Audace. Alors là, c'est un serious game qui a été développé en partenariat avec des collèges. L'objectif de ce serious game, enfin le postulat de ce serious game, c'est utiliser le jeu vidéo comme support motivationnel pour que les collégiens bachotent leurs cours. Pourquoi ? Parce que pour progresser dans ce jeu, vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle un tower defense. Donc c'est un jeu vidéo dont le principe, en fait, est d'empêcher des personnages d'entrer dans le château fort qui est là-bas au fond. On va venir positionner des tours de défense, d'où le nom, tower defense. Et ces tours de défense sont censés arrêter, en fait, les hordes de barbares qui vont venir envahir le château.
Pour les rendre efficients, donc ces tours de défense, eh bien, il va falloir répondre à des questions. Questions de connaissances. Alors, par exemple, j'ai un professeur d'histoire géo qui utilise ce jeu. Les questions qui sont posées sont des questions d'histoire géo sur le cours, naturellement, qui est celui qui est suivi par les collégiens. Plus le collégien a mémorisé son cours, mieux il va répondre aux questions posées dans le jeu. Les questions posées dans le jeu, en fait, quand vous avez bon, ça vous permet de gagner une monnaie virtuelle dans le jeu. Cette monnaie virtuelle vous permet d'acheter des équipements qui upgradent vos tours de défense pour les rendre encore plus efficaces. Et donc l'objectif, naturellement, c'est d'aller le plus loin possible dans le jeu en répondant le mieux possible aux questions. Donc en fait, on déporte totalement l'aspect motivationnel sur en fait le jeu avec une intelligence artificielle qui a été créée spécifiquement pour ce jeu par un laboratoire universitaire qui s'appelle le CRIL. En fait, l'évaluation là tient compte en fait de 3 formats d'intelligence chez l'enfant et de 3 capacités de compréhension des questions. Il faut savoir que beaucoup d'enfants échouent pas parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils ne comprennent pas les questions qui leur sont posées. Donc, l'enseignant, là, en fait, fait l'effort de ce type de questionnement. Donc, il a une grille qui lui est proposée, et pour chaque notion, on lui demande de positionner 3 types de questions. Donc, on a naturellement travaillé sur les modèles sémantiques de ces questions. Il doit poser la question de 3 manières différentes, sachant que dans le jeu, en fait, le jeu va apprendre du joueur et donc mieux connaître son type d'intelligence et son type de reconnaissance sémantique, et ensuite lui poser les questions dans le bon sens. Et là, en fait, on va pouvoir mesurer plus efficacement son niveau, et pas parce que, effectivement, quand on fait par exemple une négation, il ne comprend pas. Le deuxième élément, c'est que on ne va pas mesurer oui, non, on ne va pas mesurer je sais pas, on va mesurer un pourcentage de connaissance de chacune des notions. Donc, pour chaque notion, l'enseignant fait également l'effort de subdiviser en fait sa notion en plusieurs items, avec un premier item qui est voilà, une première notion de base qui va valoir 25%, une seconde qui va valoir 50%, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, l'évaluation qui est proposée par la tablette est une évaluation plus fine du niveau de connaissance. C'est-à-dire que je sais pas, je sais ou je sais pas, c'est je sais sur cet item-là à 25%, sur celui-là je suis positionné à 36%, celui-là je suis à 64%, et en même temps ça me donne finalement mon profil cérébral qui va permettre aussi à l'enseignant de mieux adapter ses cours. Voilà, donc tout le monde bénéficie du système avec un niveau d'évaluation qui a été pensé via cette intelligence artificielle. Un autre type d'évaluation, ici en fait c'est un serious game qui s'appelle en fait, c'est une collection de serious games qui s'appelle Florence, qui existe depuis à peu près une dizaine d'années dans le monde de la santé. Donc il y a eu beaucoup d'opus, transfusion sanguine, circuit des médicaments, risque infectieux, etc., etc. En fait, là, on va directement aller évaluer le personnel soignant au travers de sa compétence à réaliser l'acte qui lui est demandé. Là, en l'occurrence, comme tout à l'heure, un acte de transfusion sanguine. La personne va devoir recevoir en fait la prescription, puis ouvrir le dossier administratif du patient, puis aller préparer les différents matériels nécessaires pour sa transfusion, commander le sang, vérifier le sang à son retour, réaliser la carte de contrôle ultime du patient pour voir si le sang est compatible avec la personne, décider si elle transfuse ou pas, surveiller des symptômes éventuels de réaction d'allergie, etc., etc. Et en fait, la personne là réalise en fait l'ensemble du parcours comme si en fait elle devait le faire au réel.
S'il y a des éléments de connaissance qu'elle ne maîtrise pas, en fait, le service game va le voir et donc va le constater et va apporter des corrections ou faire des apports cognitifs auprès de la personne. D'une autre manière, le service game va aussi s'intégrer dans la vie professionnelle du soignant, c'est-à-dire que effectivement, là, j'évalue la capacité d'un soignant à réaliser en fait un acte de transfusion sanguine, mais en même temps, je le fais dans l'environnement réel d'exercice, c'est-à-dire que j'ai des collègues, je vais croiser des collègues, des tas de choses qui vont divertir en fait ma pratique et des choses qui vont perturber également ma pratique et également des choses qui vont m'induire en erreur de manière à constater si la personne est capable de réagir, mais en live face à ces problématiques d'erreur. Tout le parcours est enregistré. Et en fait, à la fin du parcours, l'apprenant bénéficie d'une feuille de résultats complète sur chaque geste réalisé, chaque acte, chaque décision réalisée dans le jeu par rapport au protocole idéal qui a été mis au point naturellement avec les agences régionales de santé, donc avec des experts métiers. Cette évaluation reste au niveau de l'apprenant. C'est-à-dire que l'apprenant est seul, en fait, à visualiser son parcours. Et on propose, en fait, à l'apprenant, une fois qu'il se sent apte et prêt à réaliser le parcours sommatif, de réaliser de nouveau un acte de transfusion. Donc, elle reprend tout depuis le début. Mais là, en fait, l'ensemble des résultats vont remonter dans la plateforme de formation. Ce qui sera visible ensuite, par exemple, par le cadre de santé qui a inscrit la personne dans la formation. Le cadre de santé, lui, a accès en fait à uniquement un résultat global, un résultat qui est à la fois, donc, comme on évoquait tout à l'heure, normatif, c'est est-ce que la personne est finalement apte via en fait une mise en perspective de son évaluation par rapport à la norme, et en même temps, l'évaluation va juste identifier en fait des erreurs graves. En fait, dans le jeu, si vous pouvez en fait réaliser un volume de petites erreurs qui vont venir en fait vous gréver des points au fur et à mesure de votre parcours, mais certaines erreurs sont des erreurs graves, et là en fait le score va automatiquement passer à 0. Alors, quand nous avons sorti le jeu il y a maintenant une dizaine d'années, il y avait un game over. C'est-à-dire que globalement, si par exemple, je me trompe au niveau de la carte CPTU, si par exemple j'estime que effectivement à la lecture de la carte, je transfuse et qu'en fait je me suis trompé, effectivement, je viens d'engendrer un incident grave de transfusion qui peut aller jusqu'au décès du patient. Et donc ça, c'était un game over dans le jeu d'origine. Le retour d'expérience, c'est que pas beaucoup, mais c'est moins de 1% sur les plus de 30 000 personnes qui ont joué à ce Serious Game. Mais certaines personnes avaient très mal vécu le fait d'avoir fait un game over, et donc on a supprimé la notion de game over. Enfin, il reste la notion d'erreur grave qui remonte en fait au cadre de santé. Et quand nous installons le jeu, en fait, nous expliquons au cadre qui doit gérer les personnels qu'il ne peut pas laisser en fait une personne avec un score donc descendu à 0 suite à une erreur grave sans débriefer derrière sur qu'est-ce qui s'est passé. On peut comprendre par exemple que ça puisse être le stress lié au serious game, bon, on peut tout expliquer, mais en tout cas, le cadre de santé va devoir débriefer, parce que si la personne a fait l'erreur dans le jeu, elle peut potentiellement le faire dans la vraie vie, et il faut identifier les problématiques qui ont conduit à son erreur de décision. Donc, l'évaluation dans le serious game va plutôt être orientée sur capter l'aptitude d'une personne à faire quelque chose, et donc il y a souvent une contextualisation, voire une simulation, et on est plutôt aussi axé sur des récompenses
C'est-à-dire que les évaluations récompensent l'apprenant quand il progresse dans le jeu. Par exemple, sur le Serious Game, sur la transfusion sanguine, on peut gagner. En fait, il y a des niveaux, hein, c'est-à-dire que si vous atteignez je crois que c'est 96%, je crois, vous avez en fait une espèce de petite récompense sous la forme d'une seringue de platine, juste en dessous ces seringues d'or, etc. Bon, c'est simplement que l'icône vient récompenser un niveau d'une personne par rapport à un ensemble d'un service. On n'est pas obligé de le mettre en œuvre. Certains établissements ne veulent pas qu'on le fasse. D'autres établissements apprécient qu'on le fasse et donc on le met en œuvre. C'est vraiment suite à la discussion avec le responsable formation et les cadres de santé. En conclusion, il faut retenir plusieurs choses. Donc, c'est que il y a beaucoup d'apprenants très différents selon l'âge, selon l'habitude de suivre des formations ou pas. On n'a pas les mêmes mécaniques, on a des capacités de mémorisation qui sont différentes. Et donc, l'évaluation, tout comme un module, doit être totalement adapté à l'apprenant. On ne peut pas faire la même évaluation pour tout le monde. Ça va favoriser en fait toujours les mêmes qui sont dans une logique évaluative toute l'année ou qui ont l'habitude de ça, c'est-à-dire qu'ils vont toujours être valorisés par leurs résultats parce qu'ils ont l'habitude et ils savent manipuler en fait les évaluations là où d'autres vraiment les subissent. La deuxième question, c'est effectivement, du coup, est-ce que j'évalue ou est-ce que j'évalue ma formation, par exemple. La troisième, ça va être en fait de penser vraiment au modèle d'évaluation qui est proposé. Est-ce que je ludifie mon évaluation, par exemple? Est-ce que je vais plutôt être dans quelque chose qui va être lié à de la connaissance pure? Quand on est dans de la connaissance pure, il faut savoir que on va essayer, par exemple, de ne pas poser des questions avec un ou deux choix. Il faut multiplier les choix. Si on veut faire quelque chose qui tienne la route en termes d'évaluation, par exemple, 5 réponses à une question semble quelque chose de minima. Sinon, en fait, le hasard entre dans le jeu en fait, de la succession de questions. S'il y a en fait que 2 réponses, certaines personnes vont réussir des évaluations sans connaître du tout et sans avoir appris juste parce qu'elles vont avoir un peu de chance au moment où elles sont évaluées. Idem, on va éviter les négations dans les questions. Certaines personnes ne comprennent pas les négations, alors pire, les doubles négations. Il faut vraiment être très attentif à la sémantique utilisée dans le cadre de ces évaluations. Enfin, il faut que l'évaluation soit juste, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller évaluer des choses qui soient avec un niveau au-dessus de celui qu'on souhaite atteindre. Et donc, il faut être équilibré et modéré dans le cadre des évaluations, puisque le but étant, si on l'a fait, d'obtenir la réussite du collaborateur dans le cadre de la formation continue, le but n'étant pas d'exclure le collaborateur ou de le marginaliser. Voilà pour ce petit webinaire sur les différentes formes d'évaluation. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions particulières. Alors, je n'ai pas abordé certaines notions comme par exemple les différentes formes de SCORM et donc les différentes stratégies SCO qu'on peut utiliser dans les plateformes, parce que je ne sais pas si vous êtes tous en phase avec la technique pédagogique, tout ce qui est pédagogico-technique, mais s'il y a des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Bonjour Jérôme, on s'est connus quand je travaillais chez Renault Academy à l'époque. D'accord, très bien. J'ai changé depuis, mais en fait la question d'évaluation de la formation, ça me préoccupe toujours parce que dans le business et dans l'activité actuelle, je le vois au quotidien quasiment. Je vois un progrès qui concerne l'implantation de l'évaluation ou de questionnaires d'évaluation ou du dispositif d'évaluation dans les Serious Games ou dans les différents modules de formation. Est-ce que vous arrivez greffer ou
vous intégrez ce dispositif dans la vie quotidienne des apprenants, c'est-à-dire dans les systèmes qu'ils utilisent au quotidien, et de les évaluer vraiment dans la vraie vie, en réel. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ce qui compte, en fait, c'est l'évaluation finalement à froid, et une fois que l'apprenant n'est plus dans le contexte de formation, mais une fois il retourne dans son environnement de vie ordinaire, de vie professionnelle, et comment en fait la formation qu'il a suivie peut effectivement améliorer sa pratique. Alors, il existe par exemple dans le monde de la santé, alors, pas dans l'industrie, mais dans le monde de la santé, il existe un programme qui s'appelle le DPC, qui est le développement professionnel continu, mais qui a une particularité par rapport à la formation continue pour tous les autres professionnels. C'est qu'en fait, pour qu'une formation soit DPC, il faut naturellement il y ait acte de formation traditionnel, mais il faut aussi que l'apprenant utilise en fait ses acquis, ces nouveaux acquis, dans le cadre de sa pratique professionnelle, et en face en fait un bilan. Et ce bilan en fait va être mesuré. Donc ce qu'on va mesurer, c'est essentiellement le bilan qu'elle en tire et sa capacité à avoir utilisé, à mettre en place sa formation, enfin les acquis de sa formation dans sa pratique professionnelle ordinaire. Et c'est ça qu'on va évaluer. Donc ça c'est le DPC. Ça vient en parallèle du dispositif de formation continue. Donc le DPC, lui, est individuel, alors que la formation continue est plutôt collective. Effectivement, là, ça a l'avantage d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, effectivement, se former pour se former, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, si, ça peut faire plaisir. Certains adorent se former. Par contre, effectivement, si ça n'améliore pas, en fait, intrinsèquement la personne ou la structure dans laquelle elle évolue, effectivement, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, aller évaluer ce que ça a apporté dans son évolution et dans l'évolution de la structure dans laquelle elle travaille, effectivement, c'est ce qu'il faut arriver à faire en évaluation. Par contre, ça se pratique dans le monde de la santé, dans le monde de l'industrie, je connais ça rarement. Il y a un peu ce qu'on appelle les livrets de compagnonnage, qui vont en fait tracer tout ce qu'une personne va acquérir en connaissances, lui donner en fait un niveau qui lui permette aussi d'être reconnu dans sa fonction, qui lui permette d'accéder à un métier, ou à un niveau au niveau de son métier. Et généralement, en fait, le livret accompagne la personne en fait durant sa pratique professionnelle, et il sera enrichi également par la suite pour voir l'évolution en fait de cette personne au sein de la structure. Les livrets de compagnonnage sont comme tout le reste, c'est-à-dire que comme maintenant le compagnonnage il n'y en a quasiment plus, du coup en fait effectivement ça s'arrête souvent à la fin de la formation, malheureusement. Mais normalement ça devrait poursuivre et être l'outil d'évaluation qui permet à la personne de voir son évolution dans le cadre de sa vie professionnelle. D'accord. Merci. Alors je ne vous ai pas parlé du SCORM, comme je vous l'ai dit juste avant, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier de cette notion. Sachez que les modules de formation e-learning sont décomposés en grains pédagogiques qu'on appelle des SCO, SCO, et que ces SCO peuvent être aussi conditionnés par un certain nombre de critères, et notamment les critères d'évaluation. Donc par exemple, je peux imaginer que plutôt que d'avoir une formation où j'ai 10 notions, et que je demande à l'apprenant de se former aux 10 notions, je vais faire une première évaluation de démarrage qui va révéler qu'effectivement le chapitre 1, cet apprenant n'en a pas besoin, et donc je vais le faire passer directement au chapitre 2. À la fin du chapitre 2, je remets une évaluation qui me permet d'identifier sa mise en œuvre en fait de cette connaissance dans quel type d'univers, et donc je vais plutôt l'orienter vers les chapitres 4 et 5 à la suite. Et puis au bout du chapitre 5, j'ai une autre évaluation, un autre SCO qui permet d'être conditionné à, par exemple, elle est directement au SCO 10, puisque toutes les notions qui sont avant sont déjà bien maîtrisées par l'apprenant.
Donc, je ne vais pas lui faire perdre du temps à revoir des choses qu'il connaît déjà. Je vais plutôt aller directement à la notion qu'il ne maîtrise pas ou une notion complémentaire pour aller plus loin, par exemple. Donc, ça c'est aussi une démarche d'évaluation qu'on peut avoir simplement en fait en modulant, en conditionnant les grains pédagogiques SCO dans les plateformes de formation. J'en profite pour une autre question qui ne concerne pas l'évaluation, mais comment vous arrivez à travailler la motivation des apprenants? Parce que ça aussi, c'est un sujet qui mérite un peu d'attention. Et en fait, moi, je me rends compte que vous avez beau former quelqu'un, s'il n'est pas motivé, il ne va pas appliquer. Il est beaucoup moins intéressé. Alors, on a fait un webinaire là-dessus il y a quelques semaines sur justement comment obtenir la motivation dans le cadre des formations distancielles. Moi, je m'intéresse essentiellement au distanciel, hein, pas forcément au présentiel. Mais dans le distanciel, en fait, c'est très compliqué d'obtenir la motivation des apprenants, puisqu'encore une fois, il n'y a pas d'animateur. Le module est l'animateur de formation. Et donc, nous, on va rechercher ce qu'on appelle une grande notion qu'on aime bien, c'est l'émotion positive. Donc, par rapport à quelque chose qui est, par rapport à l'objet, en fait, qui est formé, on va aller chercher quels sont les moteurs motivationnels qu'on peut greffer autour de cette notion. Et on va naturellement s'adapter au type de public. Les modules de formation distancielle qui fonctionnent pour tout le monde, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Il n'y en a pas. Il y a trop de diversité parmi les apprenants. Tout le monde n'a pas les mêmes moteurs. Hein. Vous imaginez bien, dès qu'on est dans un groupe de 10 ou 15 personnes, vous voyez bien que tout le monde n'aspire pas aux mêmes choses. Il y a des cerveaux plutôt logiques, il y a des cerveaux plutôt créatifs, il y a des gens qui sont plutôt dans le relationnel, il y en a d'autres qui sont plutôt dans la tâche et la répétition de la tâche. Et tous ces cerveaux-là, il faut les faire vivre ensemble. Donc, dans le cadre d'un module de formation e-learning, on va rechercher en fait notamment, par exemple, des principes de ludification. Donc, on va créer des activités. Tout à l'heure, je parlais d'études de cas interactives. Ça, c'est une des démarches qui peut être intéressante puisque on va pas faire que de la formation théorique. En fait, on va plutôt être inductif. C'est-à-dire que la formation, c'est à la personne d'aller la chercher pour pouvoir continuer à progresser dans la mission. C'est-à-dire qu'on la rend acteur d'aller chercher la notion. Vous voyez, c'est des pédagogies que vous retrouvez dans des écoles type Montessori, par exemple. Hein, donc des activités par projet, par exemple. On va pas expliquer aux gamins c'est quoi un théâtre, c'est quoi les grands auteurs, toutes les notions de chronologie, les dates. Mozart, par exemple, dans la musique, est né telle date, mort telle date. Enfin, ça n'a aucun intérêt au démarrage pour susciter l'intérêt de l'élève. Donc, on va plutôt créer une activité. C'est ce qu'on fait en fait dans les modules. Donc, on va créer une activité, par exemple, spectacle, et puis on va demander aux gamins de s'auto-déterminer dans le spectacle qu'ils veulent monter. Pour monter un spectacle, eh bien, il faut naturellement une scène. Donc, on va leur demander d'aller chercher toutes les informations qu'ils peuvent trouver sur les différentes formes de scènes possibles, hein, que ça peut être du spectacle de rue, ça peut être des petites salles, des grandes salles, des salles d'opéra, etc. Ils se renseignent, donc ils apprennent en fait au fur et à mesure. Puis, c'est quoi la scénarisation? C'est quoi un réalisateur? C'est quoi un producteur? C'est quoi un acteur? Enfin, etc., etc. Des danseurs, des musiciens. Et en fait, c'est eux qui vont construire en fait tout le savoir. Et s'ils ont besoin effectivement d'aller chercher Mozart parce que ils veulent se servir de la musique dans leur spectacle, c'est eux qui vont aller chercher les informations sur Mozart et apprendre au fur et à mesure. Et là, en fait, ils sont dans le plaisir, ils sont dans la mise en œuvre de leurs compétences et pas dans juste l'acquisition de connaissances. Et ça, c'est bien sûr, c'est un système très différent du système qu'on a tous connu à l'école. Hein. De manière générale en Europe, hein, mais particulièrement en France, on a un système éducatif très transmissif en termes de pédagogie. Donc ça va fonctionner avec des jeunes qui ont une éducation
voilà, ils sont déjà dans le moule et donc ça va fonctionner. Et puis ceux qui n'ont pas compris à quoi ça servait l'école et comment ça se passait, eux vont être en rébellion, vont être en abandon, etc., etc. Donc voilà, on va perdre en fait une partie de l'effectif. Alors bon, l'éducation nationale c'est élitiste, hein, donc ça sert à sortir des énarques, hein, et ça sert à sortir des ingénieurs, enfin des plus hauts niveaux. Et puis après, pour les autres, il y a des filières. Au fur et à mesure, finalement, on sort en fait du système. Il y a un couloir principal et on sort du système au niveau qu'on a réussi à atteindre. Par contre, en entreprise, moi j'estime que c'est pas le cas. C'est-à-dire que en entreprise, on doit optimiser en fait l'énergie et la motivation de tous. On doit réussir ensemble. Le but, c'est pas de la formation, en tout cas, n'a aucune vocation à sortir des personnes du système, ni d'être sélective. Elle a vraiment vocation à permettre à un groupe d'augmenter son savoir, d'augmenter donc ses capacités, d'optimiser un certain nombre de comportements qui vont permettre d'aller plus loin. Et effectivement, du coup, de progresser tous ensemble. C'est vraiment cette notion, pour moi, qui est vraiment fondamentale, type knowledge management, en fait. Voilà, c'est ensemble et la formation doit s'intégrer là-dedans. Donc l'évaluation aussi, elle doit être pensée comme un outil de progrès et un outil qui permet en fait d'améliorer le groupe et la structure. Claro. Ah, je suis tout à fait en face. Il y a encore un empêchement. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi lié c'est aussi lié à nos parcours, nos parcours de formation initiale. Souvent, en fait, les personnes qui arrivent dans l'entreprise reproduisent le système qu'elles ont connu à l'école. Donc, du coup, vont séparer les personnes au lieu de les former, au lieu de les regrouper et de les motiver. On va chercher c'est qui le meilleur dans le service, au lieu de chercher à faire monter l'ensemble du service. Vous savez, moi j'ai connu au Canada des classes qui fonctionnent d'une manière tout à fait différente, des classes complètes d'élèves, où c'est très simple, le passage d'un grade à un autre, c'est tout le monde passe ou personne ne passe. Donc là, on n'est plus du tout dans le même rapport. C'est-à-dire que ça contraint à la fois l'enseignant et l'ensemble des élèves à une mutualisation et une coopération intégrale. Donc on laisse personne derrière, parce que si on laisse quelqu'un derrière, c'est tout le groupe qui perd. Et il y a vraiment cette notion, peut-être un peu utopique, mais il y a vraiment cette notion qu'on fait tous société ensemble, et donc l'évaluation, la formation et l'évaluation sont là pour faire monter l'ensemble du groupe et pas séparer les personnes et les sélectionner. Bien, écoutez, je suis désolé, j'ai débordé un petit peu, c'était suite un peu au petit problème technique de début. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas à revenir vers Audace pour discuter, pour parler de toutes ces problématiques qualitatives de formation. L'ensemble des webinars vont être... vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne... donc Audace Digital Learning sur YouTube, dans laquelle en fait on poste l'ensemble de nos webinars, de nos matinales, de nos présentations produits également. Et donc vous pourrez retrouver tout ça sur Internet. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et à un prochain webinar. À bientôt.